Bonjour Diane, bonjour Jean. Bonjour Monsieur Plancard. Eh bien voilà, nous voilà de retour. Pour un nouvel entretien, celui du mois de mars. Alors nous allons commencer avec la politique française et notamment l'affaire Fillon. Donc dernièrement, Fillon a su rassembler environ 200 000 manifestants au Trocadéro pour une démonstration de force. Pensez-vous qu'un deuxième tour Marine-Fillon soit possible? Et quelle serait alors la stratégie à craindre par nos ennemis? Bon, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, effectivement, il y avait au moins 200 000 personnes, j'y étais. C'était absolument invraisemblable, cette marée humaine, alors que ça a été organisé en 3 jours à peine. Et ça, ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette organisation, c'est que ce sont les jeunes de sens commun qui ont droitisé considérablement les républicains, qui ont été la cheville ouvrière de cette organisation, et c'était faramineux, très bien organisé, bien fléché, on disait voilà c'est par là, parce que bon, tout le monde arrivait par telle ou telle bouche de métro, très très bien organisé. Et sur l'esplanade du Trocadéro, on était serrés comme des sardines, en plus de ça avec les parapluies, c'était bon, donc ça a été organisé en 3 jours, avec la météo contre les organisateurs. Ceux de mes amis qui se trouvaient parce qu'ils étaient arrivés en retard dans les avenues adjacentes, ces avenues étaient au moins remplies à ras-bord jusqu'à 500-800 mètres. Donc vraiment, il y avait du monde et probablement beaucoup plus que 200 000, alors que les pouvoirs publics ont annoncé 40 000. Donc c'est comme pour la manif pour tous, mentez, il en restera toujours quelque chose. Alors ça, première partie de votre question. Deuxième partie... Un deuxième tour Marine-Fillon. Alors, c'est souhaitable, parce que ça ne peut que droitiser le débat. Et ce que je déplore, c'est que surtout Marine et ses adjoints tapent à bras raccourcis sur Fillon, comme les médias. C'est pas très élégant, et surtout pas très malin. Parce que si elle se retrouve au deuxième tour contre Macron, elle aura besoin de l'appui, oui. de l'apport. Mais j'ai l'impression qu'elle tape davantage sur Macron que Fillon, notamment dernièrement dans ses dernières Oui, alors Fillon, il est trop bien, à mon avis, il est trop bien élevé. Il évite de trop charger ses adversaires. Bon, c'est une attitude, je ne sais pas si elle sera rentable, mais je crois qu'il y a tout de même une différence à faire entre taper vulgairement sur les gens et tout de même mettre en garde en fonction d'un certain nombre d'informations qu'on a notamment sur Macron, dont ces aspects opaques sur... Oui, on va revenir sur Macron. On va y revenir, on en parlera à ce moment-là. Bon, et alors, je crois que dans votre question, il y avait un troisième volet. Oui, quelle serait alors la stratégie à craindre de nos ennemis en cas d'un deuxième tour Marine-Fillon? Stratégie de nos adversaires, ça va être de faire peur, comme d'habitude, et de sortir encore, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver encore comme truc, contre François Fillon et contre Marine Le Pen, pour essayer de les discréditer auprès des Français, comme si Macron était Blanc-Neige. Donc, c'est ça la démocratie, c'est... ce qui est dit apparaît comme la vérité, mais est-ce la vérité ? Dans cette élection, vous misez sur une révolution conservatrice de velours avec Fillon, plutôt qu'un programme national-socialiste qui échouerait avec Marine Le Pen. Hormis son côté catholique qui visiblement déplaît, quelles sont les autres raisons pour vous qui vous poussent à le soutenir ? Bon, je pense que de par son programme, c'est le seul qui puisse réellement se faire. J'ai mûrement étudié son programme. J'ai comparé avec celui de Marine. Marine se contente de dénoncer l'islam, l'immigration, etc., etc. Il faut tout de même rappeler qu'au Front National, que ce soit son père ou elle, tantôt il joue avec les immigrés pour avoir des voix de plus, tantôt ils sont contre. On ne sait jamais très bien quel est... Bon. Maintenant, c'est contre l'immigration, bon, très bien. Ce qui m'embarrasse avec le programme de Marine Le Pen, à part d'autres choses dont on va probablement parler tout à l'heure, c'est que son programme n'est pas chiffré.
on va faire ci, on va faire ça. Oui, d'accord, mais comment? Alors qu'avec Fillon, c'est encadré, il me semble assez clair. Donc, c'est une chose qui apparaît faisable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui tombe de toutes parts dessus. Il y a évidemment des aspects qui me déplaisent. Je lui ai d'ailleurs écrit à François Fillon. Je lui ai écrit, je crois que je vous l'avais dit, ainsi qu'à vous, Diane. Je lui ai écrit, mais c'était juste avant qu'il ne remporte les primaires des Républicains. En lui disant, je vous appuie, je ne suis pas gaulliste, l'air de dire contrairement à vous, je représente ceci et cela, je lui ai envoyé mon livre, Le complot mondialiste. Ce quoi, il m'a répondu gentiment. Merci de votre envoi, j'ai beaucoup apprécié que vous m'ayez fait l'hommage de votre livre, que je lirai avec plaisir, etc. Et puis terminé, bien à vous, François Fillon. Bon, donc il sait très bien ce que je pense, j'ai mes réserves, mais j'ai aussi l'aspect positif que j'ai trouvé chez lui, que j'approuve. Donc voilà. Et alors, on me dira, ah oui, mais François Fillon, par exemple, j'ai vu encore tout dernièrement qu'invité au CRIF, parce que le CRIF met sous pression tous les candidats pour les mettre dans le moule. Et bien entendu, François Fillon était invité, il y est allé. Et il a fait une déclaration. Alors, il faut savoir ne pas prendre les choses au premier degré. Il a dit, oui, le judaïsme est compatible avec nos valeurs. Ce qui ne fait pas, à première vue, plaisir à des gens de notre espèce. Mais, est-ce que vous croyez qu'il pouvait dire le contraire? Oui, mais alors, c'est ce qu'on... Exactement. Exactement. Mais Fillon, c'est pas moi. Il y a une expression française qui dit ça fait montrer patte blanche. Oui, alors oui, évidemment. Mais c'est exactement ça. Mais si on prend bien la chose, dans une certaine mesure, il fait de la restriction mentale à la jésuite. Parce que si on prend le judaïsme de l'Ancien Testament avant que le peuple juif le trahisse, effectivement, on peut dire qu'il y a compatibilité. C'est limite, quand même. Mais oui, c'est limite, bien sûr. Mais nous sommes en démocratie, il ne faut pas l'oublier. Avec tout un poids médiatique, je vois très bien ce que vous allez me dire, vous allez me renvoyer à ma fameuse petite phrase. On n'est pas obligé de dire tout ce que l'on pense, mais il ne faut jamais dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense. Je répète, bon, mais François Fillon, c'est pour moi. On est un tout petit peu à la limite des principes. On est à la limite des principes. Bon, mais alors, écoutez, il ne faut pas rêver quand même. François Fillon, c'est pas un nationaliste. Oui, puis il est là pour gagner une élection. Pour nous, c'est toujours la même chose. Quelle est la meilleure approche pour nous faire progresser? Est-ce que c'est avec François Fillon ou est-ce que c'est avec Marine Le Pen? Je vais tout de même revenir là-dessus, parce que tout de même, un petit peu fort en café. C'est dans le dernier numéro de la politique. Dernier numéro de la politique, c'est le numéro 183, donc du mois de mars. Maître Gilbert Collard, qui, comme vous le savez, est franc-maçon de la Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, donc invité devant la Confédération des Juifs de France et Habit d'Israël, c'était le 10 février, il a dit ceci: on ne peut pas défendre la France si on ne défend pas les Juifs. Je considère que quand Marine Le Pen dit la France aux Français, vous avez bien entendu, France aux Français, mais c'est la France aux Juifs, a-t-il déclaré. Et je donnais d'ailleurs la référence pour que tout un chacun puisse le voir, et c'était d'ailleurs très amusant quand j'ai balancé ça sur les réseaux sociaux, automatiquement s'affichait la tête de Collard avec la référence et sa déclaration. Vous la voyez. Donc, ceux qui lisaient mon message sur Facebook se rendaient compte que je racontais pas des histoires, que c'était bien ça, facsimilé. Et puis aussi, il s'est vanté qu'il allait procéder au nettoyage de ce qui restait de nationalistes au Front National. Alors, je regrette beaucoup, quand on voit cet homme qui fait partie du Rassemblement Bleu Marine, c'est-à-dire la structure créée par Marine Le Pen en vue des présidentielles,
qu'on la voit trimballer partout à travers le monde, notamment au Liban dernièrement. Maître Gilbert Collard, comme si c'était une carte de visite d'introduction. Là, c'est pas une patte blanche. Hein. C'est encore pire que la déclaration de Fillon, je regrette beaucoup. Donc voilà, et la politique, c'est ça. C'est peser le pour et le contre, quelle est la meilleure solution. J'estime que la meilleure solution pour nous, c'est Fillon pour le moment. Alors pour revenir sur le programme, François Fillon, il est essentiellement libéral, son programme économique est libéral et ne parle aucunement de préférence nationale. Et par ailleurs, Je suis pas d'accord. Il semble aussi avoir le soutien de Mme Merkel. Non. C'est ce que nous racontent les médias. Non, c'est ce que nous racontent les médias. Non, même pas, parce que j'ai vu l'information. Il est, comme tout candidat... Je lève le pouce le doigt, parce que il a quand même sorti vous avez lu son programme, il a été publié hier ou avant-hier, non? C'est il y a quelques jours. François Fillon ? Le dernier, le dernier mandat, la dernière. Donc il fait expressément mention, en fait, de la sécurité sociale en disant que c'était un véritable éventrement des finances publiques. Évidemment. Et il remet les choses en ordre. Mais bien entendu. Et de là, Marine le taxe d'être d'acquaintance avec notamment AXA et les pas du tout, mais AXA, le grand patron de AXA est du côté de Macron. Hein? Oui. C'est invraisemblable cette histoire-là. Non, il me semble beaucoup plus cohérent que le programme de Marine Le Pen. Alors, soi-disant que Merkel lui aurait donné son appui, mais Merkel va recevoir Macron. Tout ça sont des salamalek. En fait, si Fillon est allé voir Dame Merkel, dont on connaît les origines... Mais Macron a été reçu aussi à Berlin. Oui, bien, c'est ce que je viens de dire. C'est que, en fait... Fillon était allé là-bas pour voir avec elle quelles seraient les perspectives de négociation au sein de la communauté européenne. Parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Vous croyez qu'il y a un Frexit qui est en fait... Alors, il ne va pas le dire, mais j'ai vu un certain nombre de ses déclarations, et je vais y revenir, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est à propos de la gestation pour autrui. Il s'était indigné justement que la communauté européenne cherche à imposer ça à la France. Il avait dit, si ça continue comme ça, on sera obligé de sortir de la structure, je crois que c'est quelle est la Commission européenne qui s'occupe de ce genre de choses, on sera obligé d'en sortir. Il ne va pas dire, je vais casser la baraque de l'Europe, il ne peut pas. Donc, pour nous, évidemment, pousser à voter pour Fillon, c'est un pari, parce qu'on ne saura quel est le véritable Fillon que s'il arrive au pouvoir, en fonction de ce qu'il fera. Donc, on est obligé de tabler sur les déclarations des uns et des autres, toujours en pensant qu'ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent. Mais je regrette beaucoup quand je vois des déclarations d'un maître Gilbert Collard, que j'ai cité tout à l'heure, ça me reste en travers de la gorge, et alors que je pensais faire voter pour Marine Le Pen, maintenant c'est niet. Alors on va passer à la 4e question. Que dire de la défection de plus de 400 élus de son parti? Boutin, Le Maire, Lelouch. Que penser du choix de sa nouvelle équipe, largement sarkozyste, Baroin, Châtel, Jacob? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très amusant ça, parce que vraiment c'est le bal je m'excuse, le bal des faux culs. C'est magnifique. Alors on les voit quasiment tous partir. Et puis arrive la manifestation au Trocadéro, patatras, plus de plan B possible, et que fait tout ce bon petit monde? Il se rapplique chez Fillon. Alors, mettez-vous à la place de Fillon. Qu'est-ce que vous allez faire? Leur dire, écoutez, vous êtes une bande de fous culs, foutez-moi le camp, je ne veux plus vous voir. Ou bien il fait semblant de les accueillir comme un bon père qui pardonne. Comme un futur chef d'État. Comme un futur. Et justement, il apparaît comme ayant une carrure de chef d'État comme n'a pas Marine. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple. Il faut savoir évaluer les choses pas au premier degré, sentimentalement, mais
quelque peu Et rationnellement. donc il fait quoi? Il les prend avec lui et puis plus tard il... Ah, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. On est bien dans cette... Ah, mais écoutez, c'est pas possible. Et alors j'ai entendu sa réaction à une question de je sais plus quel journaliste, lui disant alors votre prochain Premier ministre sera François Barouin. Et Fillon de répondre écoutez, on n'en est pas là, on verra à ce moment-là. Juste la petite goutte. Moi, je trouve qu'il en fait peut-être presque un petit peu trop quand il reprend il reprend l'actualité du fameux dessin antisémite qui aurait été antisémite à l'attention de Macron. Ouais. Là, il en fait presque trop, non? Je trouve pas. Alors là, je serais curieux, c'est très intéressant ça. D'ailleurs, on a publié, non, on n'a pas publié encore, c'est dans le prochain numéro de la Politique. Oui, c'est dans le prochain numéro de la Politique. J'ai comparé les deux affichettes. La première, c'est celle après la plainte du CRIF. Hein, c'est le CRIF, encore une fois, qui a imposé le changement. Antisémitisme, etc. Alors, c'était examiné avec intérêt cette histoire-là parce que, ou bien c'est un des membres de l'équipe de Fillon qui, par cette affiche, démontre tout de même ses sentiments, ce qui montre tout de même une certaine droitisation de son équipe. Ou bien c'est un coup tordu de l'intérieur de son équipe pour le présenter comme un affreux antisémite. Ah oui. On entendra encore parler de cette histoire. Ouais. Donc, oui, c'est pas si simple que ça. C'est toujours à pondérer et surtout ne jamais réagir à chaud sentimentalement. Ah, il a réagi comme ça. Ah, c'est pas bien. Doucement. Ouais. Doucement. Mais ceci dit, la deuxième affiche n'est pas très gentille non plus. Hein. Ouais. Parce qu'on voit toute la constellation de ceux qui... De son Qui entourage. sont entourage, de Robert-Rue à Alain Madelin. Alors là aussi, comme Marine Le Pen, c'est le grand écart. Le communiste Robert-Rue, franc-maçon aussi. Franc-maçon aussi, il faut le savoir. Qui s'est fait virer. Et Madelin, ancien d'Occident, hein, extrême droite. C'est curieux comme on évolue. Donc voilà Macron, la bulle Macron. De Robert-Rue communiste à Alain Madelin libéral. Avant d'approfondir sur Macron, nous avons quelques questions sur Marine Le Pen, et notamment dans sa dernière conférence sur la citoyenneté, Marine Le Pen annonce « Nous sommes français et nous célébrons Jeanne d'Arc ou Robespierre, les madones des églises ou les soldats de l'an 2, les hussards de la République et le peuple de l'ombre de la résistance. À tous ces symboles, à toutes ces figures de la France, j'assimile le peuple français. » Que pensez-vous de cette définition du peuple français ? Je dirais ce que j'ai déjà dit à son sujet, c'est le grand écart. Elle va se déchirer en deux. En fait, ce ne sont pas deux France qui pourraient être compatibles. L'un, c'est la France, et l'autre, c'est l'anti-France. Tout simplement. Parce que je regrette beaucoup les valeurs de la République, et on peut se référer à ma conférence dont le titre était « De Clovis aux valeurs de la République ». Les valeurs de la République vont contre les principes constitutifs de la France. Donc on ne peut pas mélanger les deux, c'est pas admissible. Et ça me fait penser justement au livre de Jean de Vigry qui avait dans le titre été Les deux France. Mais non, les deux patries. L'une, ou les deux patries, pardon, bravo, les deux patries. D'un côté, vous avez la France telle qu'elle a été constituée sur un certain nombre de principes, et de l'autre, vous avez l'anti-France, qui est le contre-pied de ces principes. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Il y avait un autre opuscule d'un journaliste qu'on a oublié, il est mort maintenant, ancien résistant, d'origine juive, d'ailleurs, c'est un Marane, Jean Figueras. Non, André Figueras, dont le titre était « Le sang de Hoche et le sang de Bayard ». Et il voulait les mettre ensemble. Je regrette beaucoup, c'est pas possible. Parce que les armées de Hoche, en Vendée, détruisaient l'héritage de Bayard. Si on ne voit pas la contradiction, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc tout ça, c'est de la littérature pour populo abruti, pour essayer de prendre une voie par-ci à droite, une voie par-ci à gauche. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. En tout cas, c'est pas comme ça que nous la faisons. Mais la majeure partie du peuple français n'a peut-être pas la culture nécessaire pour... Eh oui, justement, tout est fait pour l'abrutir. Évidemment, vous avez tout à fait raison. C'est fait pour ça. Donc c'est peut-être elle qui a la bonne technique. On est dans le mensonge, on vit dans le mensonge. Oui, mais écoutez, vous ne pouvez pas
réinformer les gens, les restructurer mentalement si on continue à diffuser les mensonges de l'ennemi. C'est pas possible. À un moment donné, bon, on n'est pas obligé. On en revient à votre restriction mentale. Exactement, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous pensez, mais ne dites jamais quelque chose de contraire à ce que vous pensez. C'est ce que j'ai toujours enseigné à mes enfants et à mes collaborateurs. Il y a des moments où il faut savoir biaiser. Effectivement, je suis un ancien élève des jésuites, mais il faut... Est-ce que c'est pas sa manière à elle de Oui, mais... Et en plus de ça, plus je me rends compte, c'est une inculte politique. Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est arriver au pouvoir. Et c'est pour ça, vraiment, je n'ai plus aucune confiance. Terminé. C'est peut-être pas si évident que ça, le travail du père va finir par se faire au long des années, et puis quand elle aura perdu 3-4 élections présidentielles, elle se remettra en fait à tout simplement... Et c'est pour ça que, par contre, faites bien de rajouter ça, dans le même temps où je dis que je ne voterai plus et que je ne ferai pas voter contrairement à ce que je pensais pour elle, par contre, je conseille toujours de faire de l'entrisme au front. Parce que, comme vous dites, si elle continue à perdre des élections les unes après les autres, oui, il faut préparer une nouvelle garde. Bien sûr, tout à fait. Oui. Et s'il y avait... je suis à la chasse à Moby Dick, là. Et s'il y avait en fait un match Le Pen-Macron, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Le Pen-Macron, c'est évident. Elle va avoir besoin des voix de Fillon. Vous pensez qu'elle peut l'emporter ? Non. Le Pen-Macron, mais... Non. Un cheveu. Ce sera l'alliance sacrée, entre guillemets, de tous les républicains contre elle, c'est évident. En fait, non, mais il faut être réaliste, on est déjà dans de la submersion. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 50% de votants qui font n'importe quoi avec leur carte d'électeur. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et il faut tout de même observer une chose. Quand je vois les informations, il y a un petit peu de poids et de mesure dans la façon de présenter Marine Le Pen et la façon de présenter François Fillon. Ouais. Il pousse Marine Le Pen, visiblement, parce qu'il ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir Marine Le Pen et Macron. Alors, on peut la grande terreur des gens du système, et ce qu'il y a derrière, bien entendu, les petits lobbies, c'est que Fillon barre la route à Macron. Tout est là. Ouais. Il palisse à l'idée d'avoir un président de la République qui s'affiche catholique. C'est franchement un manque de tenue de la part de François Fillon de ne pas comprendre qu'on ne peut pas se dire catholique dans une république maçonnique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas ce problème-là avec Marine Le Pen. D'ailleurs, il a certainement moins de francs-maçons dans son entourage que... Dans son entourage proche, certainement. Écoutez, moi je me rends compte. Depuis quelque temps, il y a maintenant des réunions à Toulon, quasiment toutes les semaines, de sens commun, où j'ai été invité, et j'y vais. C'est pas inintéressant. Il y a une droitisation, incontestablement. On va continuer sur Marine Le Pen, parce qu'on s'éloigne de notre questionnaire, mais on reste tout à fait dans le sujet. Marine Le Pen, lors de son discours tenu le 11 mars dernier, accusait plus particulièrement les partisans du dîner du siècle. Pouvez-vous nous rappeler un peu qu'est-ce que ce dîner du siècle ? Alors je pense que vous faites allusion à ce groupement qu'avait dénoncé Emmanuel Ratier. Oui. Ouais. Le siècle. Ouais. Alors le siècle, c'est encore un de ces groupements crypto-maçonniques qui servent un petit peu comme Davos, comme tous ces trucs-là, à rassembler des gens, pas nécessairement francs-maçons, mais c'est un espèce de vivier. On essaye de voir ce qu'on peut en tirer en les attirant dans comme Bilderberg, des patrons de grosses entreprises et des trucs comme ça, des hommes politiques. C'est pas parce qu'on est invité qu'on en fait partie. On a reproché à François Fillon, pas parce qu'on est invité qu'on en fait partie. Or, de la part d'Emmanuel Ratier, que j'ai accroché à plusieurs reprises à ce sujet-là, son grand dada, c'était le siècle, pour éviter de parler de la maçonnerie elle-même. Et notamment, j'avais à plusieurs reprises rappelé que
selon ces termes, la maçonnerie, c'était plus du tout quelque chose de révolutionnaire, c'était devenu très conservateur. Ah bon ? Quand on voit l'équipe au pouvoir, et celle de Sarkozy avant, et avant, et avant, et avant, hein, qui nous ont amenés et où nous en sommes aujourd'hui au point de vue politique. Hein. Alors, il faut être sérieux, donc, cette histoire du siècle, la question est bonne, mais je vous dis, c'est une façon de masquer et d'éviter de parler de la maçonnerie. Et puis, elle ne peut pas parler de la maçonnerie alors qu'elle a son compère Collard à côté. Exactement. Alors le journal Le Monde titre « Si le FN gagne, ce sera terrifiant », de par l'embrasement des banlieues. Y a-t-il une volonté de préparer le terrain à une guerre civile en cas de victoire du FN ? Et c'est pour ça qu'on sent très bien que les médias privilégient plutôt l'arrivée de Marine Le Pen, en tout cas contre Macron, parce qu'elle n'aurait aucune chance, et que si elle gagnait, il table sur le chaos qui s'installera. Parce que dites-vous bien que immédiatement, la haute finance internationale, pas besoin de vous faire un petit dessin, les taux d'emprunt qui sont très bas actuellement vont brusquement remonter. Et ce sera le couteau sur la gorge. Ah oui. C'est pour ça que je joue la carte médiane avec Fillon. Parce que lui peut arriver à faire les choses relativement en douceur. Avec Marine Le Pen, pas possible. Et ce ne sera pas une révolution nationale socialiste, contrairement à ce que certains croient. Oui, en tout cas, pas avec l'équipe qu'elle a. Hein, il n'y a pas. De Collard et compagnie. Collard qui se vantait justement dans cette fameuse déclaration qu'il allait tout faire pour faire le ménage des éléments nationalistes au sein du Front National. Voilà, ça ce sont des faits, ce sont des déclarations de ces gens qui sont au poste de commande du Front National. Oui. Une petite dernière sur Marine Le Pen, en effet, au même titre que Jean-Luc Mélenchon, ont été exclus du dîner du CRIF. Il ne faut pas en déduire que ces deux candidats sont des candidats qui gênent quand même le système. Alors, on est dans le domaine de la caricature. Le Front National traîne depuis des années l'étiquette de facho, extrémiste de droite, etc., etc. Mais le problème, qu'en est-il ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? De dédiabolisation avec le père en dédiabolisation de la fille, qu'est-ce qu'il en reste ? Mais c'est l'image populaire. C'est le chien de Pavlov. Une image d'Épinal. L'image d'Épinal, c'est pour créer le réflexe de Pavlov. Oui. Mélenchon, c'est quoi ? C'est plutôt certaines sympathies pour les Palestiniens et les musulmans. Puis un côté un peu révolutionnaire. Donc... Moi, oui, révolutionnaire dans une certaine mesure. Affiché. Moi j'ai remarqué sa stratégie, qu'on pourrait dire entre parenthèses pro-palestinienne, pour ne pas dire le contraire. Elle est apparue miraculeusement après des élections régionales où il avait pris une débâcle épouvantable, et que c'est là qu'il a commencé en fait à se montrer soutien. Tout à fait. Non, mais tout ça c'est fait de faux semblants. Il faut être très attentif et bien savoir lire entre les lignes. C'est pas toujours évident. Nous allons passer à Emmanuel Macron, Macron hué par des pieds noirs, des harkis, des militants du FN lors de son meeting de Toulon. Il n'a rien trouvé de mieux que de leur répondre « Je vous ai compris ». Que vous inspire cette réponse très gaulliste et plus généralement la réaction des manifestants face aux propos de Macron sur la colonisation de l'Algérie ? Alors, vraiment, non seulement... c'est un personnage qui a l'appui de tous nos ennemis, mais il montre une inculture politique invraisemblable. C'est tout de même cet individu qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc c'est vraiment l'aspect mondialiste. Il est l'homme des mondialistes. Mais le plus beau, c'est que la citation que vous donnez de sa déclaration qu'il a faite en Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité, j'ai la déclaration complète, la phrase complète. Elle n'est pas piquée des hannetons, comme on peut dire. Voilà ce qu'il a dit. Vous êtes bien assis ? Ah oui, oula. Bon, c'est parti. Je cite. « Chaque famille de pieds noirs pourra désormais être poursuivie pour crime contre l'humanité. J'en prends l'engagement devant vous. »
Ah, mais moi, c'est une ambulance qu'il me faut, là. Assis, même, ça me fait... Même, bon, la chaise est en train de s'effondrer. Ah oui, là, c'est ouais, ça. complètement. Oui, là, Non, mais vous vous rendez Il compte. manque de culture historique, Ouais. lui, il a pas de... Non, mais c'est le mondialiste. Et puis Le c'est mondialiste aussi qui est contre notre histoire. C'est aussi une façon de s'adresser aux Français et de leur dire bon bah si on retrouve chez vous un ancêtre qui tournait trop près de la commandantour pendant les années 40, on pourra l'accuser en fait de crime contre l'humanité. Pourquoi pas non mais c'est invraisemblable. Alors je dis, et je sais, y compris parmi nos abonnés, j'en ai une d'ailleurs que j'ai remis très sèchement, quasiment à la porte, il y a quelques semaines. Parce que fiant ceci, fiant cela, limite je la voyais prête à voter Macron. Ben voilà, je dis à ces gens-là qui vraiment cherchent la petite bête à Fillon, mais qui regardent la grosse bête avec Macron. C'est incroyable, là. On dirait que certains gens de nos milieux se complaisent dans le malheur, être toujours contre tout, y compris ce qui pourrait nous rapprocher un petit peu du pouvoir. Ils ont toujours besoin de se plaindre. Je dirais qu'ils en vivent. Larmoyer, on dirait que c'est ça qui les fait vivre. Vous pourriez aussi les mettre en garde, parce qu'ils ne se rendent pas compte exactement là où ils vont. Parce que je vous avais parlé aussi de cette anecdote, vous savez, quand il avait visité le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a reçu un œuf sur la tête. Oui, mais qui lui aurait envoyé un œuf sur la tête? Qui sont ces gens-là? Quelles sont leurs opinions politiques Un agriculteur. Oui, mais enfin un agriculteur qui a une carte du Front National peut-être dans sa poche de derrière, peut-être. Ou pas du tout, simplement qui sait très bien qui est Macron et qui ne peut pas le souffrir. C'est très, très indéfini. C'est très indéfini. Je ne sais pas du tout que ça va donner. Et puis les médias sont là mais pour brouiller les cartes, bien entendu. Parce que je suis pas sûre que dans le monde rural, en tout cas, on vote Macron. C'est une bulle, Écoutez, c'est une bulle d'air. je sais que vous avez quelques ascendances paysannes, mais malheureusement, les paysans ne sont pas toujours très futés. Vous savez que toute la Bretagne va voter pour Emmanuel Macron. Le problème de la Bretagne, Vendée, etc., c'est qu'après avoir été très catholique, ce qui a donné la réaction face à la Révolution dite française, avec les Chouans, est tombé sous la coupe de l'église moderniste, une église gauchiste, et c'est pour cela qu'effectivement, il pourrait très bien voter pour Macron. Donc on est passé d'une Bretagne Vendée très catholique à un catholicisme de gauche compatible avec Macron et ses élus. Attention à ça. Des régions qui sont sous tutelle des aides sociales et puis en fait des revenus minimums d'insertion et j'en passe et des meilleurs, de toute façon finissent par virer à gauche. En fait, Alors que dire du général Bertrand Soubelet qui va se présenter aux prochaines élections législatives sous l'étiquette du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron? On l'aime bien au cercle nationaliste, le général Soubelet. Et quand je pense que je l'avais cité élogieusement dans mon dernier livre, L'armée française face à la destruction de la nation. Que voulez-vous que je vous dise? Même apparemment le meilleur ne vaut rien. C'est épouvantable. Comment ce type qui a tout de même osé se révolter, avoir le courage, au moins un petit peu, se révolter contre le laxisme de la justice sous Christiane Taubira, tombe en pamoison devant le sauveur de la France, pour lui, que serait Emmanuel Macron. Mais c'est à désespérer de l'intelligence des militaires, ou de leur honnêteté, de leur sincérité, parce qu'après tout, ce n'est peut-être qu'un arriviste, c'est tout. Là, ça y ressemble. Donc, je regrette beaucoup, dans la prochaine édition de... La politique. Non, pas la politique, de mon livre sur l'armée, donc l'armée française face à la destruction de la nation, je mettrai en exergue le changement de comportement du général Soubelet, qui rallie un des pires ennemis de notre pays. C'est invraisemblable, vraiment. Le meilleur ne vaut rien. Je ne peux rien dire d'autre. Là, il n'y a pas que lui aussi. Il y a le soutien de Bayrou envers Macron. Alors, Bayrou, voilà, un catholique moderniste. Ces catholiques modernistes qui, ils sont toujours ils ont les yeux de chimène pour la gauche. Pour la gauche. Et vous savez que Bayrou,
quand Fillon avait fait sa fameuse déclaration « Je suis catholique et je revendique, et puis vous m'emmerdez », c'est ça que ça voulait dire, avait reproché à Fillon, avait enjoint à Fillon de mettre son catholicisme dans la poche. Je le cite à peu près de mémoire, mais ça correspondait à ça. Oui. Ça correspondait à ça. Donc voilà. Et qu'a fait le petit Bayrou? Il est allé faire des ronds de jambes, se prostituer du côté de Macron. Bon, l'histoire Macron n'est pas terminée parce que visiblement, et on attend des révélations de la part de Wikileaks. Alors on verra, on a déjà un certain nombre de petites choses, mais alors l'ennui c'est qu'évidemment les médias en parlent très peu ou le strict minimum. Et par exemple, à la dernière réunion de Sens commun à Toulon, c'était mercredi dernier, il y a un des intervenants qui se félicitait que la presse commençait à parler du truc de Macron à Las Vegas, son fameux voyage, où il y aurait eu un certain favoritisme de sa part, qui n'avait pas eu égalité de chance pour choisir l'organisateur. Bon. Et j'avais fait remarquer que, en fait, la presse ne sortait qu'une petite affaire, mais oubliez la grosse affaire qui est celle de ses déclarations d'impôts, alors qu'on connaît sa fortune, qui est tout de même assez considérable pour cet ancien associé de la banque Rothschild. Et puisqu'on ne connaît pas, mais la vente d'Alstom, ça a dû lui rappeler. Et la vente d'Alstom, et les pots de vin qu'il a dû recevoir de son ami franco-israélien Patrick Drahi, puisqu'il a poussé à lui permettre de racheter SFR. Donc ceux qui sont SFR, maintenant, il faut qu'ils sachent que c'est entre les mains de ce franco-israélien Patrick Drahi. Et la vente de l'aéroport de Toulouse aux Chinois, etc., etc., etc. Donc, c'est Macron également. C'est Macron. Et le seul qui était contre dans l'équipe gouvernementale, c'était Montebourg. Et rappelez-vous ce que j'avais dit, je crois, dans notre dernier entretien. Vous vous rappelez les micmacs du premier tour des primaires du PS, ce changement de chiffre absolument invraisemblable qu'il y avait eu dans la présentation des chiffres. Premier chiffre qui était de, je ne sais plus combien, vous vous rappelez? Enfin, c'était... sans changer le nombre de votants en plus. Et sans changer le nombre de votants et le pourcentage. Et à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que Macron... Hamon était probablement arrivé en tête, mais en second, je me demande si ce n'était pas Montebourg qui était arrivé. Et là, c'était la catastrophe pour Valls, il fallait qu'il soit absolument au second tour. C'est un petit peu en miroir, la même histoire que avec la droite, les Fillon-Macron. Pour que Macron soit au deuxième tour, il faut que Fillon dégage. Vous savez, on est tous en fait en train de se dire que ça va être un duel, soit Le Pen, Fillon, soit en fait Marine Le Pen, Macron, mais ça pourrait très bien en fait être un duel Macron-Fillon au deuxième tour. Hein. Et si c'était ça? C'est très intelligent, Jean. J'ai effectivement pensé à ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les chiffres que les médias donnent de Marine Le Pen sont gonflés. Elle n'a rien fait, concrètement, elle n'a rien fait. Ce serait... Alors là, ce serait une figure de style assez intéressante. Ce ne sera pas gagné pour autant pour Fillon. Parce que là aussi, alors là, dites-vous tout. Tous les lobbies, ce sera à fond pour Macron. Ça, c'est certain. Certain. Que va faire le public de Marine Le Pen si leur petite chouchoute n'est pas là? Est-ce qu'ils reporteront leur voix sur Fillon? C'est pas sûr du tout. Et je me rends compte d'une chose depuis le temps que j'ai repris les activités de mon père, si j'ose dire, en 2001. Quand je considère le nombre de gens qui m'écrivent, qui s'abonnent à la politique, qui achètent mes livres, il y a une toute petite minorité de gens qui se réclament du Front National. La plupart du temps, ce sont des gens neufs, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui cherchent sur Internet, qui me découvrent, qui sont d'accord. On dirait que les gens du Front National d'abord ne lisent pas, ou s'ils lisent, je ne sais pas ce qu'ils lisent. Donc c'est pas compatible. C'est curieux. Je trouve que c'est un... Pour dire les choses clairement, c'est un public très primaire intellectuellement. Qui réagit, c'est du contre,
anti-immigration, anti-islam, Oui, voilà, et puis, en fait, on leur et met surtout des... sioniste. Et on leur met des slogans dans la bouche, on est chez nous, ça Voilà, veut voilà, rien c'est tout. dire, Ça veut c'est rien dire. triste, Ça mais veut rien dire. C'est au ce que secours. je disais tout à l'heure. Si on compare les deux programmes, avec Fillon, c'est chiffré, calibré, etc. Avec Marine Le Pen, c'est simplement des incantations. Moi, je suis désolé, excusez-moi, à 45 ans, je me vois pas aller dans un public, dans une fosse, aller crier on est chez nous, c'est vraiment Ça sert à une rien. stupidité sans nom. De toute façon, ce n'est pas un programme, ça. Bon, même si on ne peut pas tout dire, il y a tout de même un minimum qu'il faut dire pour être crédible. Alors passons à François Asselineau, qui est un revenant dans la course présidentielle. Pourquoi? À votre avis, cher ami, à votre avis, ben c'est très intéressant de voir comment il réémerge, effectivement. Alors, qui est François Asselineau? Là, justement, j'ai préparé, ce sera pour le prochain numéro de la politique, et je l'ai déjà mis sur Facebook. Bon. Donc, François Asselineau, président de l'UPR, pour lui, c'est une déclaration récente de lui, l'immigration, le grand remplacement, le mariage homosexuel, l'euthanasie, la franc-maçonnerie sont des sujets secondaires qui ne doivent pas être abordés. Citation. Alors, on cause de quoi? C'est qu'il n'aurait pas compris. Ouais. Pourquoi Asselineau se refuse à dénoncer ces choses-là? Il faut rappeler que son épouse est une franc-maçonne. Bon, alors on pourrait dire petit étage. Non, 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 non. Grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Oui, Qui est l'une des pires, vous disiez la dernière fois. C'est une des pires. La Loge féminine de France est l'une des pires, des plus fermées. Comment elle s'appelle, cette charmante personne? Marie-France Coquard. Voilà. Et tout ça, je l'ai balancé sur Facebook. Et c'est tout simplement l'Express qui a sorti l'information. Donc vous voyez, c'est pas moi, l'affreux, qui sort le truc. C'est l'Express qui sort l'information. Après, il faut savoir tout de même chercher les documents. Puis c'est étonnant que Asselineau, dont on n'entend jamais parler, ait eu ses parrainages bien plus rapidement que Mélenchon. Bien entendu. Alors quelle est l'utilité d'un Asselineau qui visiblement n'a aucune chance, puisqu'il est crédité, je crois, de 2,5% de... Bon, on dirait que ce sont les sondages. Mais l'utilité de Asselineau, c'est d'enlever des voix à François Fillon et aussi à Marine Le Pen, éventuellement. Et alors, une chose qui m'a vraiment surpris, c'est que je me suis promené ces 2 derniers jours à travers Paris, parce que j'aime bien marcher quand il fait un temps correct, et puis avant-hier, il faisait très beau. Et j'ai été sidéré du nombre d'affiches d'Asselineau placardées à Paris. Alors, d'où vient l'argent? Et qui placarde ça? Est-ce qu'il a tellement de partisans pour faire ça, ou bien ce sont des équipes qui l'utilisent justement une fois de plus pour donner l'impression du personnage qui monte et qui va surprendre tout le monde? Vous savez, depuis bien longtemps, dans le milieu des colleurs d'affiches en Ile-de-France, on sait très bien qu'il n'y a plus du tout de militants qui collent les affiches, et c'est très très... ce sont des professionnels qui sont achetés pour placarder, c'est tout. À ajouter. C'est tout. Et bon, Asselineau, je le suis déjà depuis un bon bout de temps, parce que j'ai très, très rapidement décelé sa perversité. Et je sais par un certain nombre d'anciens de ses fans, régulièrement questionné par différentes personnes qui appartenaient à son parti, sur la maçonnerie, il peut régulièrement en touche. Alors bon, on pourrait me dire, bon, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense, etc. Mais enfin, avec ces déclarations que j'ai citées, l'immigration, le grand remplacement, le mariage homosexuel, l'euthanasie, la franc-maçonnerie, sont des sujets secondaires dont il ne faut pas parler. Ça me semble assez clair, ça explique le personnage. Ouais. En plus d'une profonde admiration pour le général. Alors justement, et c'est là-dessus que j'avais commencé à l'épingler, faites bien de le rappeler, Jean, c'est que dès le début, quand j'avais vu ses professions de foi, pour lui, les grands hommes, ses références, ce sont les grands ancêtres de la Révolution, bon appétit, Clémenceau, des francs-maçons Clémenceau, auxquels on doit
la boucherie sur la guerre de 14, et de Gaulle. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut remettre la France sur les pieds avec ceux qui ont détruit la France? C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on va finir en beauté. François Hollande. En 2012. Parler d'une beauté. Oui. C'est de la politique, hein. On ne touche pas que des objets propres, hein, si je puis dire. Même avec un coiffeur à 3 000 € par mois, il n'arrive pas à être franchement... 3 000 €, vous êtes gentil. Par coupe, hein. Ah oui, par coupe. Ah, c'est par coupe, coûte plus cher que ce dont on accuse Pénélope Fillon. Oui, et que le costard de... Et que le costard. Tout est dans la présentation des faits et de leur manipulation. Alors, on va y revenir dessus. En 2012, vous avez fait voter pour Hollande dans un but révolutionnaire. N'êtes-vous pas tenté de faire la même chose avec Macron? Alors là, je sens la question du lecteur. Très bonne question. Alors, effectivement, faites très bien de rappeler ce qui a surpris pas mal de gens, mais qui a finalement été suivi par tous nos lecteurs, et j'ai pas eu un seul désabonné à la suite de ça. Alors, pourquoi ai-je fait cela à l'époque? Pour une raison très simple. C'est que si Sarkozy passait, on allait avoir exactement la même politique que celle que l'on a vue avec Hollande, mais par petites touches, comme il l'avait fait pendant son quinquennat. Et je rappelle une fois de plus que c'est tout de même sous son quinquennat. Entre autres choses, la rentrée 2010, c'était dans les écoles théorie du genre. Non, ça c'était, attendez. En 2010, c'était l'apprentissage à la compréhension de l'homosexualité, avec son ministre Luc Châtel. À la rentrée 2011, c'était la théorie du genre, donc c'était pas les socialistes. Et puis précédemment, il y avait tout de même eu quelques petits coups de couteau sur les traditions chrétiennes de la France. Il ne faut tout de même pas oublier qu'en tant que ministre de l'Intérieur, pour les 275 ans de la création de la maçonnerie en France, il avait invité au ministère de l'Intérieur toutes les obédiences maçonniques, etc. Vous trouverez ça dans mon livre Sarkozy ou la mort programmée de la France. Donc voilà. Si Sarkozy avait gagné en 2012, oui, eh bien on allait avoir la poursuite de cette politique par petites touches. De délabrement. De délabrement, exactement, de délabrement, que les bien-pensants ne voyaient pas. Oui. Tandis que, en faisant voter Hollande, c'était leur foutre, je m'excuse du terme, quelque peu trivial, un électrochoc. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la manif pour tous, qui n'aurait jamais pu avoir lieu sous Sarkozy, qui est vraiment d'une duplicité rare, et cette manif pour tous qui a donné origine aux jeunes, à Sens commun, qui est une droitisation des Républicains avec Fillon. Donc vous voyez, ce qui était valable dans ma stratégie contre Sarkozy en faisant voter Hollande, je ne peux pas la faire aujourd'hui avec Macron, parce que Macron sera un nouveau Sarkozy. Oui. À la fois un nouveau Sarkozy, en même temps une reprise de la politique de Hollande, donc le parfait masque. Le parfait masque. C'est un Giscard, en quelque sorte, qui arrive à c'est lier... tout. C'est du Giscard, c'est du Sarkozy et c'est du Hollande. Et tous les lobbies qui sont derrière. Donc vous voyez, la question est excellente, mais la situation n'est pas la même. Alors, nuance. Oui. Souhaitez-vous dire un mot sur l'affaire Théo, le soutien que Hollande lui a apporté et les manifestations violentes qui suivirent? Alors, c'est une histoire très curieuse. Alors, en tant que médecin, j'étais un petit peu surpris, là. Ce malheureux qui a été sodomisé avec un bâton de police. Oui, mais en fait, le compte-rendu médical annonce quand même des lésions qui sont quand même très importantes. Alors, qui a produit ces lésions? Apparemment un policier. Attendez. Il est reconnu tout de même comme ayant été un dealer.
Et apparemment, il a eu quelques petits problèmes. Et alors, est-ce qu'on ne lui aurait pas donné une leçon entre dealers? Et que peut-être cette bande de dealers, pour emmerder, je m'excuse du terme, la police, aurait eu cette idée de faire porter le chapeau par la police? Parce que c'est tout de même curieux. Bon, c'est le IGPN, oui, a blanchi les policiers. Oui, et puis en plus, le trafic, il est cadré. Alors, effectivement, pour en revenir à ce que vous disiez, de qui est-il le fils? Oui. D'un ministre de l'Environnement, je crois, du Congo. Mais ce que l'on ne sait pas aussi, sur lequel la presse, bien entendu, a gazé, c'est que lui et son frère sont poursuivis depuis 2015, je crois, ou 2014, pour des détournements de fonds de environ 700 000 €. Oui. Et c'est ce genre de fripouille que le président de la République française va visiter sur son lit. Oui, mais enfin, c'est pas anodin. Vous savez, c'est pas n'importe quel dealer qui a 65 000 € sur son compte bancaire. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc en fait, ce Théo Louakas, ce n'était pas n'importe qui non plus. Et c'est pour ça que pas n'importe qui, mais bien entendu. À son chevet. Non, et puis surtout, ça faisait bien. C'était... Et c'est insultant, hein, en fait, par rapport aux policiers. Ben évidemment, c'est insultant. Je ne l'ai jamais vu aller se rendre au chevet des brûlés qui ont été brûlés dans leur camionnette par les chances pour la France, entre guillemets. Alors, vous dites que les faux principes contiennent les germes de l'autodestruction. Peut-on appliquer cette sentence à la Ve République ou plus largement au système républicain actuel? C'est certain. Tôt ou tard, parce que quand on voit l'état de la France, les appuis que je reçois en sont la parfaite démonstration. Pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de gens qui vont chercher sur Internet pour comprendre le pourquoi de ce qui leur arrive et qui découvrent mes conférences et mes entretiens? Si les gens étaient heureux, ils n'iraient pas chercher, donc ils sont malheureux. Et ils sont malheureux à cause de qui? Donc, je dis, le propre des faux principes est d'accumuler autant de malheur chez un peuple que tôt ou tard, ça va provoquer une réaction. C'est là-dessus que je table. Alors, donc, certains détenus pourraient voter aux prochaines législatives depuis leur prison. Cette possibilité est actuellement étudiée par le ministre de la Justice. J'ai vu ça pas plus tard qu'hier soir, justement, et je me suis fait tirer à l'hôtel le papier. Voilà, j'ai mon truc. Alors, une étude de faisabilité va être menée, a expliqué mardi le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au parfum, au courant, si vous préférez, Jean-Jacques Urvoas est bien entendu franc-maçon. Ça devient tellement banal de le signaler. Que ce charmant personnage envisage le vote en prison de certains détenus pour les élections législatives. Ah bon, certains détenus, alors en fonction de quels critères? De leurs opinions politiques, certainement. Je vous laisse la responsabilité de votre déclaration, mon cher. Et alors, le ministre, je continue, le ministre de la Justice souligne pour cela la nécessité d'une concertation avec le ministère de l'Intérieur et le maire de la commune où se situerait l'expérimentation. Jean-Jacques Urvoas a insisté sur son attachement à promouvoir la participation des personnes détenues aux processus électoraux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, un certain Sergio Coronado, je ne connais pas, des avocats de l'association Robin des Lois, qui se bat pour les 50 000 détenus qui ne sont pas déchus de leurs droits civiques puissent voter en prison. Et pourquoi ils ne sont pas déchus de leurs droits civiques? Et puis Robin Hood, la symbolique est quand même assez forte. Voilà, alors quand on n'a plus d'électeurs, on va en chercher là où il pourrait y en avoir.
Alors, le décès de François Belin, président du syndicat agricole du FNSEA, est mort. Souhaitez-vous revenir sur son parcours? Ça ne m'a pas fait pleurer. C'est le type même d'apparatchik, favorisé, sinon fomenté par les pouvoirs publics, pour tenir en laisse ces malheureux agriculteurs. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les agriculteurs, j'aime beaucoup l'agriculture, surtout quand elle est bio et naturelle, mais ils se laissent manœuvrer comme des gosses. Et ce Belin était vraiment là pour les faire défouler à coups de manifestations qui ne servent à rien, aller foutre des tonnes de céréales ou de fruits ou de ceci ou de cela ou de fumier devant les préfectures, ça ne sert à rien. Ils iraient bloquer le ministère de l'Agriculture ou l'Élysée, etc. Ce serait peut-être plus intelligent, ou bien un œuf sur la tête, monsieur Hollande, quand il se promène. Là, ça aurait été... Il n'y a pas été. Il n'y a pas été, ça aurait été une émeute s'il s'était rendu au salon d'agriculture. Enfin, Mais je crois qu'il y a été. Il y a été. Il y a été. Oui. Ah oui, un matin à 6h du matin. Il y a été, mais on ne nous a pas dit la vérité. On ne nous a pas dit la vérité. Il s'est fait bousculer, huer. Oui. Il s'est sifflé et tout. Encore plus violent que l'année précédente. Non. Et là, on nous a dit le contraire. D'ailleurs, je me rappelle, on a dit contrairement à l'année dernière, ça a été plus calme. Mais ce sont des menteurs comme c'est pas porté, ces médias. Petite anecdote. Au Trocadéro, je venais juste d'arriver avec un de mes amis et je vois se pointer une équipe de BFM TV. Et, je sais pas, c'est peut-être mon look, je suppose, et la journaliste fonce sur moi. Monsieur, et pourquoi êtes-vous là? Et je dis pour une question de justice, parce que j'en ai marre de voir la façon dont les médias présentent François Fillon et les affaires qu'on lui impute. Alors que tout ça est légal et que vous n'en dites pas autant des autres ministres, députés ou autres, etc., dont Delanoë. Alors le jour, je lui dis ça carrément, devant le micro, le jour où vous direz autant de choses, ce que vous dites sur François Fillon des autres, alors peut-être que l'on pourra récupérer une certaine estime pour vous autres journalistes. Ça a été coupé au montage, on ne vous a pas vu sur BFM. Et on ne m'a pas vu sur BFM, évidemment. Ça, bon. Voilà l'anecdote. Vu les déclarations, ça a dû être coupé ensuite. Et je dis ça. Et alors à côté de moi, j'avais deux ou trois bonnes femmes complètement hystériques. Fillon. Je leur dis, mais bouclez-là. Vous êtes en train de donner une caricature. Mais oui. Non, mais c'était si vous voulez des en couleur. Si vous voulez des caricatures, vous allez qu'à vous rendre, vous savez, au meeting du Front National, et là, des caricatures, vous allez en voir. Alors, justement, c'est ça qui est... C'est primaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un public primaire. Plus d'une femme sur deux confrontée à une grossesse dite non désirée utilise Internet pour s'informer sur leur santé. Dorénavant, la loi sanctionnera le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer un avortement ou de s'informer sur une IVG par tout moyen de communication ou public, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique des allégations dans un but dissuasif sur les conséquences médicales d'une IVG. Ça, c'est donc la loi qui vient de passer. Donc, Dixit Le Monde du 16 février. Donc, une victoire pour le planning familial et les associations de défense du droit des femmes. Droit des femmes. Le monde. Le droit de détruire les femmes. L'immonde, comme le droit de détruire les femmes. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là, encore une fois. C'est la suite de la répression qui s'est faite déjà depuis quelques décennies. Et je voudrais rappeler, par exemple, l'action du docteur Dor, qui allait faire du sitting, comme on dit, devant les cliniques pro-avortement, et qui se faisait remballer par la police. Quelque peu brutalement. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est la poursuite. Et je voudrais revenir sur une chose, je ne sais pas si on en avait parlé dernièrement, c'est que le docteur Dor avait été invité dernièrement à Radio Courtoisie par un certain Henri Lesquin. Et le docteur Dor, ayant eu l'outrecuidance de dire que tout ça c'était la maçonnerie qui était à la manœuvre, il s'était fait remballer comme un malpropre par Henri Lesquin, lui disant « Vous dites n'importe quoi, ce sont des chimères, etc. etc. »
Tout ça pour rappeler, entre autres choses, qui est M. Henri de Lesquen. Donc vous voyez, il est évident que les milieux maçonniques, et toute cette clique de gauche, du centre et libéraux aussi, sous la coupe de la maçonnerie, c'est une destruction de la société qu'ils veulent. Et comme disait Simone Weil, rappelez-vous la citation de Simone Weil que j'ai donnée, laquelle, l'avortrice ou... Oui. Ah non, l'avortrice, exactement. C'était dans le Times de Londres en 1975, je crois, dans lequel elle disait, par le biais d'une loi, vous pouvez modifier complètement le comportement de la femme et de la société. C'est dans mon livre La maçonnerie, c'est dans mon livre Évolution de la société ou complot contre la société. C'est une déclaration fondatrice qui explique le pourquoi des choses, de ce qui nous arrive. Donc voilà. Donc ces gens ont pour obsession, c'est une destruction de la société. À ciel ouvert. À ciel ouvert. Alors, on va passer en fait à l'actualité en Europe, plus généralement. Un mot sur la défaite du nationaliste hollandais Geert Wilders. Oh là là, cher ami, je ne dirais pas nationaliste. Entre guillemets. Oui, alors là, il faut savoir ce que c'est que le nationalisme. D'abord, Geert Wilders, je ne le revendique pas du tout comme étant des nôtres. Juste conservateur, quoi. Même pas, non, c'est bon, disons, le terme populisme va mieux, avec tout ce que cela comporte de fumée autour. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Geert Wilders fait partie justement de tous ces pseudo-populistes européens qui mettent tout l'islam dans le même sac et qui en fait ont une politique sioniste. Alors, l'histoire de la défaite de ce nationalisme, comme vous dites, c'est encore un exemple de la manipulation médiatique. Parce que si on observe bien les choses, on a commencé par nous promettre une victoire carabinée de sa part, et quasiment l'arrivée au pouvoir, et puis patatras, apparemment, il n'a gagné que 2 sièges. Donc là, c'est la parfaite manipulation, ce qui permet de dire « Ah ben voilà, on a réussi à faire barrage au nationalisme et à l'extrême droite. » Mais c'est pas de l'extrême droite, ça. C'est du contre, c'est toujours du contre. Ce sont des gens qui ne se définissent que par rapport à contre l'islam. Mais c'est pas suffisant, ça. D'abord, l'islam, vous savez ce que j'en dis. Il y a islam et islam. Ouais. On peut très bien être pour l'islam en Iran et en Syrie, au Liban, avec le Hezbollah. Rappelez-vous la citation que j'ai donnée dernièrement, d'ailleurs en tout cas dans la politique, de Nasrallah, tout à fait compatible avec les catholiques. Parce que dans le Hezbollah, il y a non seulement des musulmans, mais il y a des chrétiens aussi. Oui, des chrétiens aussi. Tout à fait. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ne soyons pas primaires de grâce. Or, le populisme, et c'est pour ça que je n'adhère pas du tout à ce genre de démarche, j'ai encore une fois l'impression que ces gens-là ne sont fabriqués médiatiquement que pour servir de voie de détournement de réactions réellement saines. Excusez-moi, c'est une question qui est complètement à part comme ça. Vous pensez que Doriot était dans la même position ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que Doriot, c'est quelqu'un, c'est un ancien communiste qui, je crois, avait réellement compris. Non. Mais est-ce que c'est ça un petit peu qu'on appelle... Non. C'était... Bon, évidemment, les circonstances politiques étaient différentes, mais non, le PP, le Parti populaire français qu'il avait créé, c'était un espèce de fascisme à la française. Oui. Non, on ne peut pas comparer du tout. Pas du tout. Mais en fait, le programme politique, si on peut parler, le programme politique du Hollandais là en question, c'est un libéralisme anti-immigration, c'est tout. C'est un Front National bis, hein. Ouais, c'est du Front National. Exactement. Le Parlement européen ratifie le CETA, avançant un peu plus vers la dictature mondialiste. Quel rôle les multinationales, premières bénéficiaires de ces accords de libre-échange, jouent-elles dans cette marche vers le mondialisme ?
Bon, alors ce sont d'abord les multinationales américaines et canadiennes, puisque bon, le CETA c'est canadien, mais c'est une porte ouverte justement. Alors que va faire Trump dans cette histoire-là, puisqu'il y a l'autre volet qui est le volet États-Unis-Europe. Le TAFTA. On va voir le TAFTA. Et on va voir ce que ça va donner. Mais là encore, on voit comment un certain patronat joue le mondialisme contre nous. Et j'entendais pas plus tard qu'hier soir Laurence Parisot, l'ancienne patronne des patrons, Du modem. du Modem, exactement, du Modem, devant les journalistes donc, je crois qu'ils étaient 3 ou 4 qui étaient autour de la table avec l'animateur, et il parlait de François Fillon et réflexion de Dame Parisot à propos des commentaires qui venaient d'être dits sur Fillon et tout de même contre Fillon, leur disant « Ah, mais vous êtes vraiment trop gentil envers Fillon ». Donc voilà, mais depuis longtemps, je dénonce Laurence Parisot comme une parfaite mondialiste. Elle est partie de ces patrons, parce que c'est une patronne d'entreprise, elle aussi, qui joue la carte mondialiste. Et probablement maçonne, mais ça, je n'en ai pas de preuve absolue. Excusez-moi de revenir sur ce point-là, mais avez-vous vu la vidéo de Fillon parlant à une assemblée de grands patrons d'entreprise en disant qu'il voulait faire une blitzkrieg? Blitzkrieg, oui, la guerre éclair. La guerre éclair en allemand. Ouais. La guerre éclair. Alors, ça dépend. De toute façon, on a des entreprises qui souffrent actuellement. Et il y a visiblement, et c'est d'autant plus visible dans les petites et moyennes entreprises. Ce sont celles-là qu'il faut soutenir. Et c'est surtout elles qui soutiennent Fillon. Ce ne sont pas les très grands patrons. Mais je commence à comprendre un petit peu mieux en fait ce qui va vraiment différencier Macron et Fillon. Hein. C'est qu'avec Macron, on aura le beurre mais on n'aura pas l'argent. Et avec Macron, ce qu'il nous propose, enfin Fillon, je veux dire, c'est d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire en fait de faire un allègement fiscal sur les entreprises et en fait en même temps de relancer en fait l'emploi. Alors que l'autre, lui ne veut s'appuyer que sur un seul bâton. Exactement. Et apparemment, Fillon a été très très bien accueilli. Ouais. Alors bon, on ne peut pas dire les patrons, parce que chez les patrons, il y a de tout. Oui. Bien sûr. Il y a de bons Français, patriotes, nationalistes, ou je sais pas quoi, qui ont en tout cas la fibre de défense de la nation et des intérêts nationaux, et puis les autres comme Laurence Parisot. Là encore, il ne faut pas tout mélanger. Alors, un mot sur Miguel Farage au sujet de l'Europe, et plus particulièrement du CETA. Dit avoir l'impression d'assister à une secte. Selon lui, il y aurait davantage de bouleversements en 2017 qu'en 2016. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Certain, 2017 va être une année charnière. Il va se passer des choses. Ça, c'est certain. Le ministre turc des Affaires étrangères a été interdit de séjour aux Pays-Bas. Il devait y tenir une réunion électorale. Hollande a autorisé qu'il fasse campagne à Metz. Que dire de cette situation ? Les deux choses sont totalement incompréhensibles et contradictoires. Bon, alors, pourquoi est-ce que les Hollandais se sont opposés ? J'ai tendance à penser que c'est parce que Erdogan s'étant rapproché de la Russie, les Hollandais qui sont tout de même très pro-européistes, et atlantistes. C'était pas Erdogan, c'est pas leur tasse de thé. Oui. Alors pourquoi est-ce que Hollande a autorisé par contre leur venue en France? C'est que c'est toujours la même chose, la duplicité de la politique française entre le monde islamique et le monde juif. Alors on se donne des gages tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Bon, je dirais que c'est sans intérêt. Sans intérêt, c'est... Ça ne voudrait pas dire, selon vous, qu'Erdogan a basculé définitivement du côté de Poutine? Je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. C'est un personnage très complexe. Très complexe. Il ira en fonction de ce qu'il croit et de ses intérêts. Et il se rend compte que les Américains ont voulu le déstabiliser avec le complot de Gulen, son concurrent. Le personnage Erdogan, que je suis déjà depuis longtemps, est très 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 complexe. Alors visiblement, il cherche à recréer la Grande Turquie. Pour lui, c'est refaire l'Empire ottoman, c'est évident. À la limite, bon, pourquoi pas.
Je me mets dans sa peau, en tant que nationaliste français, pourquoi pas, je le comprends. Oui, je le comprends. Le problème est réellement, comme vous le suggérez, est-ce un allié fidèle, par exemple, des Russes ou pas? On verra. Alors, juste en fait, avant de passer à la prochaine question, moi j'avais vu en fait la réflexion très pertinente d'un internaute sur Internet qui faisait remarquer qu'il y avait 48 000 soldats sur le territoire des Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, l'armée des Pays-Bas, c'est 48 000 soldats. Il y a 400 000 ressortissants turcs aux Pays-Bas. Donc, on imagine la situation. Non, je comprends pas cette réaction parce que justement pour les Hollandais, ça pourrait promettre des retours de bâton. C'est pas bizarre. Maintenant, qui a donné l'ordre aux Hollandais de ne pas accueillir Erdogan? Ça pourrait être les Américains tout simplement. Ouais. Puisque Erdogan a tout de même dénoncé publiquement, lui et ses ministres ont dénoncé publiquement les États-Unis comme ayant été derrière le coup d'État. En tout cas, en fait, l'élection en France intéresse beaucoup les États-Unis, j'ai remarqué. Parce que regardez, Macron va visiter Merkel, Fillon va visiter Merkel, Merkel part en fait visiter Trump. Je crois qu'elle était hier en visite aux États-Unis. Oui. Dame Merkel, dont on connaît les origines juives, et que j'ai révélé grâce à une de mes collaboratrices allemandes, est d'origine juive. Donc c'est une mondialiste. Et elle est allée aux États-Unis prendre ses ordres auprès de Trump, qui est un personnage complexe. Rappelez-vous les réserves que j'avais à son sujet. Alors juste pour finir sur la Turquie, que répondez-vous à ceux qui pensent la Turquie moderne est secrètement gouvernée par des sionistes et par ces juifs faussement convertis à l'islam que l'on nomme les Donmés? Alors, je connais cette thèse qui circule, je n'en suis pas du tout convaincu pour la raison que j'ai quasiment évoquée tout à l'heure, c'est que la Turquie d'Erdogan joue pour l'instant contre les États-Unis, donc contre le mondialisme tout de même d'inspiration sioniste. Quand même, c'est assez visible. Donc c'est pas tout à fait une démarche Domnée, Maran, puisque Domnée ce sont les Maran turcs, issus de la révolution de Kemal Atatürk. Que Erdogan fasse des sourires à certaines tendances Domnée, c'est possible, mais actuellement sa position est plutôt une alliance avec les Russes contre l'État islamique. Et alors en plus de ça, et c'est ce qui embarrasse d'ailleurs les Syriens, c'est qu'il combat aussi les Kurdes, qui sont en partie, parce qu'il y a différentes tendances chez les Kurdes, il y a une partie qui est alliée avec la Syrie contre Daesh. Alors, vous vous rendez compte, la complexité. Les Turcs qui combattent Daesh, mais qui combattent aussi les Turcs qui combattent Daesh. Un sac de nœuds. Un sac de nœuds. Je ne le fais pas dire. Et puis les histoires moyen-orientales, c'est pas triste. Hein. Donc là aussi, il faut regarder les choses attentivement, c'est pas aussi simple que cela pourrait paraître. Donc je ne pense pas tout de même que que la politique d'Erdogan soit une politique de Domnée, donc les héritiers actuels de ceux qui ont fait la révolution turque avec Kemal Atatürk, ça ne colle pas avec l'appui des États-Unis à Gülen contre Erdogan. Ça colle pas. Alors qu'on sait que les États-Unis sont le soutien de la politique sioniste. Alors voilà qu'aujourd'hui l'Iran, héritier de la Perse, poursuit cette tentative de détruire l'État juif. Ils le disent de la façon la plus claire, ils l'écrivent sur leurs missiles, et récemment a affirmé Netanyahou, oui, enfin, c'était au 5e siècle avant notre ère, aujourd'hui, nous vivons dans un monde différent, a ironisé Poutine. Que pensez-vous de cet échange ? C'est du Poutine tout craché. Ouais. C'est extraordinaire, j'ai vu cet échange-là. Alors, première observation suite à votre question, ça doit commencer à coûter cher à l'État israélien vu le nombre de voyages que Netanyahou fait à Moscou pour essayer de convaincre Poutine de lâcher ses alliés iraniens et syriens, etc., au bénéfice d'Israël. Et à chaque fois, Poutine lui envoie une petite pichenette comme ça, mine de rien, en disant écoute, tu m'amuses, mais écoute, arrête.
Arrête. Alors sa réponse, vraiment, c'est tout Poutine. C'est tout Poutine, justement le Poutine que j'aime. Et en plus de ça, il lui a fait cadeau d'un livre, je crois, qui s'appelait L'histoire des guerres juives. Parce qu'on oublie un petit peu le nombre de guerres que le peuple juif a faites dans l'Ancien Testament, avec tous les massacres perpétrés par les Juifs contre les autres peuplades. Ça n'est que ça. Ce n'est que ça. La Bible, ce n'est que ça. Ça n'est que ça. Hein? Donc, quand Poutine lui fait cadeau de ce livre, je lui dis, écoute, regarde un petit peu chez toi. Hein? Oui. Hein? Hein? Vous n'êtes pas blanc-blanc. Hein? Non, il est extraordinaire, ce personnage de Poutine. Je ne sais pas si Fillon approchera un petit peu l'image, c'est ce que j'espère. Mais dans la mesure, justement, c'est une des choses qui est reprochée à Fillon, dans la mesure où Fillon, avec toutes les réserves diplomatiques qu'il fait, appuie quand même Poutine, de même que Bachar el-Assad, ça doit tout de même nous faire réfléchir en sa faveur. Je parle de Fillon. Alors, avez-vous vu d'ailleurs les dernières déclarations de Trump qui d'ailleurs semblent vous donner raison, notamment au sujet de l'ONU et de son rapport accusant Israël d'apartheid. Accusant Israël, quoi. Les États-Unis exhortent l'ONU de retirer son rapport accusant Israël d'apartheid. Oui, tout à fait. Oui, ben justement, c'est une information que j'ai vue encore hier, que j'ai fait imprimer d'ailleurs par mon hôtel. Effectivement. Bon, alors, il faut relier ça avec d'autres choses qu'on avait déjà relevées. Premièrement, l'envoi de troupes supplémentaires aux frontières de la Russie. C'était la question suivante. Ah oui ? Sur la marine. Deuxièmement, l'envoi de troupes, de Marines, en Syrie, de la part de Trump. Troisièmement, troisièmement, avant l'injonction faite par Trump et son équipe à la Russie de dégager de la Crimée. Oui, c'est vrai. Quatrièmement, ce qui sert de support à votre question, est-ce que vous ne croyez pas quelque peu légitime la méfiance que j'ai de plus en plus vis-à-vis de Trump ? Quelle est la différence par rapport à Obama ? Moi, j'en vois pas énormément. Moi, j'en vois pas. Et on a l'impression que Trump, alors, était-il de bonne foi ou pas dans sa campagne électorale, je n'en sais rien. Mais il se peut qu'il soit tout simplement prisonnier du complexe militaro-industriel américain, c'est-à-dire des néoconservateurs juifs américains. On n'en sort pas. Un Donald Trump qui se donne en spectacle dans des shows télévisés à l'américaine, mais en plus de ça, il se tourne en ridicule. Il y a l'aspect caricatural du personnage, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il vient du monde du show business. Du show. C'est du show. Mais les Américains, c'est toujours du show business. Oui, mais en fait, il y a toujours des messages qui sont cryptés, un peu cachés derrière. En fait, c'est cette espèce de mise en scène de ridicule. Enfin bref. Non, il faut souhaiter l'effondrement des États-Unis le plus rapidement possible. Si on veut avoir la paix dans le monde. Enfin, je pense que là, pour ça, lui, on peut lui faire confiance. Mais j'en sais rien, justement, parce que c'est pas lui nécessairement qui gouverne. Oui, c'est pas lui. C'est pas nécessairement lui qui gouverne. Au moins, pour moi, ce n'est pas un homme libre. Ses intentions, je ne peux pas les juger, je ne suis pas dans sa tête. Je ne peux que me faire une idée en fonction de ses positions, de ses déclarations et de ses faits et des faits. Je répète, première déclaration qui m'ont alerté quand même, c'est d'une part de plus en plus de troupes aux frontières de la Russie, matériel lourd, bien entendu le bouclier antimissile installé par Obama, il ne les a pas démantelés bien sûr, l'amélioration des missiles avec les bombes atomiques, y compris en Italie, pas oublier ces choses-là. L'histoire de la Crimée, vous devez dégager de la Crimée si vous voulez qu'on s'entende entre nous. La carotte, le bâton, etc., pas jusqu'aux choses que vous avez... Vous pensez qu'en France, le président de la République est plus libre qu'aux États-Unis ? Ça dépend lequel.
Quand c'est un Sarkozy, oui. Oui, voilà. Ça Donc, ce dépend sera un lequel. Macron, Ça il dépend sera- lequel. Ouais, ce sera Et pareil. écoutez, Ce sera un Fillon, on se fait bien sûr qu'il soit aussi libre. une chose qui m'a toujours frappé depuis le début, pourquoi est-ce que les médias et le monde politico-médiatique en France est aussi à fond contre Fillon, qui est pourtant issu du système? Oui, pourtant. C'est que le système N'en veut pas. ne le reconnaît plus comme un des leurs. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord, une fois admettons, il accède au pouvoir, est-ce qu'il n'aura pas aussi les mains liées comme les Trump Mais ma chère Diane, oui. je n'en sais rien. On fait avec ce que l'on a en fonction de ce que l'on sait. L'avenir, je suis pas Madame Soleil, on verra bien. On verra bien, mais l'impression qui se dégage de lui, c'est que vraiment, il aime son pays et qu'il voudrait le remettre d'aplomb. Le pourra-t-il? Avec qui? On n'en sait rien. Voilà. Excusez-moi, juste une dernière petite question au niveau des actualités internationales. Et c'est vraiment en prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure. Que pensez-vous de l'envoi de Marines en Syrie sous le prétexte de détruire Daesh? Ben, je Alors, crois que je viens d'en oui, oui, parler. oui. Hein. Je viens d'en parler. Ben, Ça justement. s'ajoute, Mais les Américains ne veulent pas lâcher le morceau. Sous prétexte de combattre Daesh, qu'ils ne le combattent pas. Ouais. Hein, parce que si les Russes n'étaient pas arrivés, ben, Alep n'aurait jamais été libéré. Et pourtant, soi-disant, les Américains bombardaient. Ils bombardaient qui? Les civils, principalement. Et ils bombardaient les troupes de Bachar el-Assad. Assad aussi, oui. Voilà. Oui. Hum. Puis en fait, pour dire qu'après, c'était des plans de Donc vol tout qui- ça, ce n'est que faux semblant de la part de la politique américaine. Et Trump, apparemment, ne va rien y changer. Je livre ça à la réflexion de tous ces naïfs, pour pas dire de gros mots, et ne pas être trop méchant avec eux, de nos milieux, qui a Trump le nouveau Messie. On verra combien de temps ça va durer. Hein. Ouais, bon, je crois qu'on sait déjà. Hein. Alors passons aux questions à l'aspect religieux de l'actualité. Le mouvement espagnol Podemos veut supprimer la messe du dimanche à la télévision. Qu'en pensez-vous? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Podemos est un mouvement d'extrême gauche anarchiste. C'est un vieux réflexe qui a été un des moteurs d'ailleurs de la guerre civile espagnole en 1936 contre les troupes nationalistes du général Franco. Et ce qui avait été curieux, ça j'y ai déjà fait allusion, c'est que déjà à cette époque-là, on voyait une dualité entre les anarchistes et le Parti communiste espagnol. Bon, l'ennemi était commun pour les deux, mais ils se bagarraient entre eux parce que les anarchistes sont des anarchistes, c'est une réaction, mais c'est pas constructif. Alors que le communisme peut être constructif dans le mauvais sens, mais il y a des règles, etc. Donc, et alors, derrière cet aspect anarchiste, cette attaque régulière contre tout ce qui est catholique, qu'est-ce qu'on trouve une fois de plus? La maçonnerie. Oui. Et le judaïsme. Car, et c'est comme au Portugal, et comme malheureusement beaucoup de pays en Europe, on ne se rend pas compte du rôle de l'imprégnation juive marane, notamment en Espagne et au Portugal, mais aussi en Italie, Oui, aussi en oui, France et ailleurs. Oui, oui. On ne se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à cet élément-là. Ce que nos rois avaient tout de même compris, tout au moins certains d'entre eux, quand soit ils leur coupaient les vivres, soit ils leur disaient « maintenant vous dégagez ». Il y a un problème. Et ce problème-là, on ne l'a qu'avec le peuple juif. 4 années après le début de son pontificat, le pape François serait en pleine tempête. Les réformes qu'il souhaite entreprendre sont très contestées au sein du Vatican. C'est vrai. C'est vrai, il y a incontestablement actuellement, bien qu'on n'en parle pas beaucoup, une levée de bouclier. Une fronde peut-être. Et une fronde, tout à fait, une fronde, c'est le bon terme. Et j'ai relevé, c'est dans le dernier numéro de la politique, oui, sous le titre de coup d'État au Vatican. C'est donc dans le dernier numéro de la politique, numéro 183.
Coup d'État au Vatican, et en fait ce sont des catholiques traditionnalistes américains autour de la revue Remnant qui sortent la chose que la mise à l'écart de Benoît XVI a été téléguidée depuis les États-Unis par Obama et Clinton. Oui. Et rappelez-vous l'éditorial que j'avais fait à l'époque de la mise à pied, enfin oui, la mise à pied c'est vraiment ça, de Benoît XVI, et le titre c'était « Ils l'ont eu ». Oui. Et pour petit rappel quand même, ce qui m'avait attiré l'attention, c'était en 2013, Ouais. janvier 2013, on avait appris brusquement que la Banque d'Italie avait cessé d'accepter les transactions entre la Banque Vatican et la Banque d'Italie. Oui, c'était un chantage. C'était un chantage. Et à quelques jours de là, on apprenait que Benoît XVI donnait sa démission. Ouais. Et le lendemain de l'annonce de cette démission, on apprenait que les relations économiques entre la Banque d'Italie et la Banque Vatican étaient rétablies. Et c'est pour ça que j'avais titré mon éditorial « Ils l'ont eu ». Vous l'avez Donc- vous en avez parlé dans la politique, il me semble. Hein. Oui, bien sûr, c'était l'éditorial de numéro de l'époque, c'était dedans. Ouais. Et j'y fais allusion d'ailleurs, je crois, dans le dernier C'est numéro. 3e ou 4e page, il me semble. Oui, c'était dans le numéro de la politique, numéro 138, mars 2013. D'accord. Mars 2013. Donc ceux qui ont la collection, qui étaient déjà abonnés à l'époque, eh ben, ils peuvent se référer à ce que je disais à ce moment-là. Donc c'est absolument typique. Benoît XVI était considéré trop conservateur, avait remis quelque peu de l'ordre dans les idées de l'Église, et il ne convenait pas. Donc, dehors. Yad Vashem met en demeure la société Amazon de retirer les livres révisionnistes de ses ventes. Merci. C'est toujours la même chose. Le CRIF, c'est la conscience de la République. C'est pas le CRIF là, c'est Yad Vashem. Hein, donc Oh, Yad Vashem, oui. Yad bon, Vashem. c'est- Oui. oui. Alors en plus, donc, du coup, c'est en direct de Jérusalem. Oui, bien sûr, mais oui. Gouvernement étranger. Gouvernement étranger. Donc qui Amazon gouverne la France Qui gouverne la France Oui. Bon. Et c'est Amazon France seulement ou c'est Amazon C'est Amazon international? général. Ouais. Amazon général. Facebook s'était fait épingler comme ça aussi, hein, de Quoi la même façon. Oui, bien sûr, tout à fait. Et donc, très justement observé, Diane, que ça vient de Jérusalem. Donc c'est un gouvernement étranger qui impose, en tout cas pour la France, la branche française d'Amazon, l'interdiction de vendre des livres révisionnistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un livre révisionniste? Ben, c'est d'abord un livre d'histoire. Oui, parce Hein que c'est la base Qui de fait une l'histoire. analyse d'histoire. Moi, j'ai le livre de Faurisson, de Robert Faurisson, qui est un excellent livre. C'est clairement dit. Et il faudrait tout de même savoir que Faurisson, c'est quoi? C'est pas quelqu'un d'extrême droite, il vient de l'extrême gauche. Oui. C'est un professeur d'histoire ou de lettres, je ne Oui. me rappelle plus exactement, qui un jour, voulant faire un cours pour ses étudiants, se met à étudier les documents sur la dernière guerre mondiale et qui tombe sur une série de contradictions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le révisionnisme. Oui. Et cet homme-là se dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Oui. Et il se met à chercher, étudier, et d'où il arrive à son livre Mémoire des forces. Et c'est un livre écrit par quelqu'un de gauche. J'en regrette beaucoup. Donc voilà, comment un gouvernement étranger peut faire pression sur une entreprise de distribution de livres en France. Qui gouverne la France? Là, en l'occurrence, Jérusalem. Hmm? En l'occurrence, là, c'est Jérusalem. Jérusalem, bien entendu. Oui, c'est plus connu que j'ai. Jérusalem sur Seine, comme ouais. rappelez-vous, la petite Anne Hidalgo qui avait Oui. fait la journée Tel Aviv sur Seine. Tel Aviv sur Seine. Bravo. Ok. CQFD, encore une fois, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on va passer à la partie histoire maintenant. Le 18 mars 1871, une émeute éclate à Paris sur la butte Montmartre. C'est le début de la Commune de Paris. Adolphe Thiers, chef du gouvernement provisoire de la République, renonce à réprimer et s'enfuit à Versailles avec tous les corps constitués. Quel regard portez-vous sur cet événement historique ? C'est la suite de la Révolution française.
des conséquences de la Révolution française. Parce qu'en fait, c'était une révolution populaire qui était la conséquence de la disparition des corporations interdites par la Révolution, qui livrait le monde du travail au capitalisme naissant. Je l'ai dit quasiment dans tous mes livres, le nationalisme français, la maçonnerie, tout le complot mondialiste, tout commence à la Révolution dite française. C'est un bouleversement de société, je vais d'ailleurs en parler cet après-midi dans ma conférence, c'est un bouleversement de société qui déstabilise la société, et la Commune a été Un épisode. un épisode quelque peu anarchiste aussi, Mais aussi non patriote. structuré, mais Des conséquence de la conséquence. Parce qu'au début, les communards. oui, quand ils ont pris en effet les canons. Il faut savoir que les munitions n'étaient pas sur le lieu où ils avaient les canons. Alors ils étaient tout fiers d'avoir les canons, mais ils n'avaient pas les munitions. Au début, c'est un peu patriotard comme histoire. C'est-à-dire que Napoléon III se fait arrêter à Sedan par les Prussiens. Une guerre qu'il devait gagner en quelques mois, avait-il dit, c'est ça? Et c'est là-dessus que le Paris s'insurge et prend les canons. Il y a eu énormément de facteurs qui ont contribué à cette révolte populaire. Mais c'est pas une révolte nationaliste, c'est quelque chose de complexe, populaire. C'est un mal-être. C'était un mal-être suite aux conséquences de l'interdiction des corporations qui avaient déstabilisé le monde du travail, qui se trouvaient livrés au bon plaisir et à la mainmise du capital. En fait, c'était une révolte anticapitaliste. Parce que les conditions sociales, Mais pas structurées. étaient totalement déplorables. Tout à fait. Et puis Tout à fait. En fait, D'où tous les livres qui ont été écrits, Zola et compagnie, etc., pleurnichant sur la condition humaine, mais ne remontant pas à la cause. Toujours la même chose. Alors on pleure, on fait du populisme un petit peu simplé, on fait pleurer dans les chaumières, mais on ne peut pas régler la question comme ça. Alors comme nous sommes le 18 mars, nous continuons sur cette date. 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, mettant fin à la guerre d'Algérie. Quelles vont en être les conséquences? Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui. Et ces accords d'Évian, qu'est-ce qu'ils scellent exactement? Alors, les accords d'Évian, Cette entre guerre, autres choses, ils livraient l'Algérie au FLN, avec les massacres des pieds noirs et des musulmans fidèles. Il livrait au nouveau pouvoir algérien marxiste, parce que FLN était quand même marxiste, il faut le savoir, le Sahara et le pétrole du Sahara que nous avions mis en valeur. Voilà, les cadeaux de Gaulle gratuits à l'Algérie. Et le problème, c'est que malgré ces beaux cadeaux, et tout ce qu'on leur avait laissé, eh bien, le peuple algérien n'est pas heureux, se trouve obligé pour survivre de venir en France chez l'affreux colonisateur. Voyons. Merci de Gaulle. Voilà. Mon prochain opuscule d'ailleurs sera sur De Gaulle, qui sera une suite de ma conférence que j'ai faite Il y a un mois. Ah non, De Gaulle ça C'était en ça remonte mars 2016, je crois. J'accuse. C'était l'année dernière en tout cas, je ne me rappelle plus quel mois. J'accuse, c'était pas Oui. essentiellement. Non, c'était sur le faux patriotisme gaulliste. Il y a deux choses, il y a J'accuse aussi, où je suis revenu, parce qu'en fait, je pense que vous avez compris ma tactique, je reviens régulièrement, comme un rouleau compresseur. Quand on veut tasser les terres, on fait passer Plusieurs fois. rouleau rouleau. compresseur. Ah. Et si on veut écraser l'adversaire, il faut passer justement le rouleau compresseur à plusieurs reprises dessus. Alors c'était vous dire un peu sur votre dernier livre, notamment pour les internautes qui souhaiteraient commander Oui, vos ouvrages, ouais. Alors, pour mon dernier livre, d'une part, le titre, c'est L'armée française face à la destruction de la nation, où je reprends les différentes époques depuis quasiment la Révolution dite française jusqu'à aujourd'hui, pour montrer comment, à toutes les étapes clés, la haute hiérarchie de l'armée a laissé faire. C'est laissé faire aux ordres de la République, et
toujours ma petite phrase au sujet de cette haute hiérarchie, que obéissant aux ordres de la République, il croit encore servir la France. Eh bien non. On en voit le résultat. Des générales sous Belay, etc. Voilà. etc. Alors effectivement, s'ils veulent commander ce livre, c'est très simple, c'est comme pour les autres livres. Il faut écrire à la Société de philosophie politique, boîte postale 30 030, donc 30 030, à 83 952, Lagarde, CEDEX. Et je dois dire que à la fois par nos conférences, entretiens, les réseaux sociaux, tous ceux qui me découvrent par hasard, et vraiment c'est le cas par hasard sur Internet, à cause des conférences et entretiens, il y a de la vente régulière des livres. Et je vais bientôt être obligé de prévoir des rééditions de la maçonnerie, du complot mondialiste, du nationalisme français. Oui, c'est un travail, c'est comme un coureur de fond. Le sprint, c'est bien gentil, mais on ne tient pas longtemps la cadence. Ouais. Il faut savoir tenir dans la durée. Et rien ne se fait de solide sans durée. Et bien sur ces bonnes paroles. Bonnes paroles. Merci pour les bonnes paroles. Merci à vous Diane, merci à vous Jean. Merci Monsieur Ploncard. Et puis à cet après-midi. Rendez-vous au mois prochain. Rendez-vous avec les internautes le mois prochain pour l'entretien. Et puis nous allons procéder cet après-midi à la conférence La démocratie, l'escroquerie démocratique. Et avec l'actualité, vraiment je crois que le titre n'était pas trop mal choisi.